C'est bon? Oui, merci. Bonjour, merci à tous d'être présents pour cette plénière plan climat du quartier au monde qu'on a voulu assez diverse dans ces interventions pour vous donner à la fois le regard de l'État, des collectivités locales françaises et puis si l'élu que nous attendons du Sénégal n'arrive pas, Monsieur Danguet assurera à la fois la vision française et sénégalaise en matière de coopération puisque nous terminerons cette plénière en vous parlant du premier plan climat d'Afrique au Sénégal. Alors j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre d'intervenants, parmi lesquels Monsieur Dupuis, qui est du ministère de l'écologie, chef de service climat et efficacité énergétique, et puis qui nous parlera des missions et des ambitions de l'État dans cette année à quelques semaines, maintenant quelques jours de la COP 21. Nous aurons ensuite un tour de France et nous remercions les élus qui, malgré leur emploi du temps chargé et notamment dans cette phase de préparation de la COP où les collectivités locales sont très demandées et sollicitées pour participer aux réflexions. Nous aurons donc un tour de France qui ira de Bordeaux à Tours en passant par Lyon et vous aurez des approches différentes mais toutes dans la même ambition et la même volonté d'avoir une efficacité énergétique sur les territoires et puis nous conclurons donc avec la région Île-de-France et la coopération avec le Sénégal. Monsieur Dupuis, je vous laisse peut-être introduire cette table ronde. Alors, je vous donne un micro. Et je vous cède la parole. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Me présenter en deux mots, Pascal Dupuis, donc chef du service climat et efficacité énergétique au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc je suis dans la partie énergie. Donc je m'y occupe, comme l'indique le nom de mon service, d'efficacité énergétique, donc d'économie d'énergie, et de climat, et comme le nom ne l'indique pas, de qualité de l'air, et aussi de production d'énergie renouvelable, de chaleur renouvelable. Alors j'avais une présentation. Donc moi je vais aborder le sujet par, effectivement, c'est l'année de la COP 21. La France réunit tous les États du monde pour essayer d'obtenir un accord sur le climat. Et la France se veut exemplaire. Exemplaire non pas au sens où elle est donneuse de leçons, mais exemplaire où elle montre que ça marche. Et se vouloir exemplaire, c'est quoi? C'est s'engager dans la transition énergétique. C'est ce qu'on a fait. Et le gros morceau de la transition énergétique, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a été débattue depuis quelques années maintenant, qui était un des objets, une des annonces du quinquennat. Donc je vais vous présenter cette loi et puis je vais ouvrir ensuite sur la façon dont elle s'articule avec les territoires et sur la façon dont on essaie de lancer une dynamique justement grâce à cette loi et tout ce qui l'accompagne. Oui. Alors la loi elle-même, donc c'est un gros objet législatif. Alors le sujet de la croissance verte et de la transition énergétique sont encore une fois font partie des engagements du président de la République pour ce quinquennat. On a commencé le travail avec un débat national sur la transition énergétique dès 2013, et ensuite la loi a suivi son petit bonhomme de chemin. Ça a pris 2 ans. 2 ans donc pour arriver à un objet qui fait 212 articles, qui a coûté ou qui a été l'occasion de 150 heures de débat en séance publique, 5000 amendements dont 20% ont pu être repris, pour une promulgation le 18 août 2015. Donc c'est un objet législatif de bonne taille dans les standards actuels, mais c'est pas la plus grande qu'on ait votée sous ce quinquennat, enfin la plus grande en longueur. Alors, elle s'inscrit dans la transition énergétique. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? La transition énergétique, c'est préparer l'après-pétrole, c'est s'engager dans un autre modèle énergétique, pas simplement pour le plaisir, mais c'est parce qu'il sera plus robuste, parce qu'il sera plus déconcentré, parce qu'il sera plus basé sur les énergies renouvelables, sur les énergies locales, et parce qu'il est porteur de croissance, et parce qu'il est porteur d'emploi. Donc c'est vers ça qu'on veut tendre. C'est pour ça que la loi s'appelle transition énergétique et croissance verte, parce qu'on développe, on espère développer, grâce à ces transitions, des éléments de croissance verte. Donc avec quelques chiffres, mais des chiffres, j'ai l'occasion de vous en citer quelques-uns supplémentaires. Alors la loi, elle est composée de 8 titres. Je vais vous la parcourir très rapidement, mais pas exhaustivement, hein, je vous rassure tout de suite. Par contre, le premier titre est assez fondateur dans la mesure où il comporte beaucoup d'objectifs chiffrés.
Alors, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90, c'est l'équivalent, c'est la part que la France prend dans les engagements européens pour 2030. L'Europe s'est engagée au même objectif. En théorie, si on faisait une répartition coût efficace, la France devrait en faire un peu moins parce qu'elle est déjà un peu plus en avance que le reste des autres États membres. Mais on a décidé de le faire à l'unisson, à moins 40% également. Moins 30% de consommation d'énergie fossile, porter la part des énergies renouvelables à un tiers de la consommation à l'horizon 2030 et 40% pour la production d'électricité. Pourquoi un focus sur l'électricité? Parce qu'on pense aussi diversifier la production d'électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. Ensuite, des engagements sur les déchets, parce qu'on verra qu'il y a un volet économie circulaire. Et puis, un objectif de réduction dans l'absolu de la consommation d'énergie, donc pour limiter notre pression sur une ressource rare et collective. Donc, moins 50% de consommation d'énergie en 2050, avec un passage, c'est la contrainte la plus forte en fait de tous ces objectifs, par moins 20% en 2030. Enfin, elle contient des indications de trajectoire carbone. On s'est engagé à aller vers 56 € par tonne de CO2 de taxe carbone en 2020, ce qui correspond à la prolongation de la trajectoire sur laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2014, on était à 7 et on augmente de 7 tous les ans. Et en 2020, on devrait arriver donc à 56. C'était une décision qui n'était pas prise et que la loi a actée. Donc elle comporte 8 titres. Je vais simplement vous citer les titres de ces titres. Donc, elle adresse le sujet du bâtiment, elle adresse le sujet des transports. Donc, dans le bâtiment, si on doit ne garder qu'une mesure, c'est par exemple l'obligation de faire des travaux d'isolation quand on fait des gros travaux sur son logement, qui n'existait pas jusque-là. Dans les transports propres, l'obligation, quand on renouvelle une flotte de véhicules pour un certain nombre de parties prenantes, d'y incorporer un pourcentage minimal de véhicules propres. L'économie circulaire, la lutte contre les gaspillages, la fin des sacs en plastique. Les énergies renouvelables, classiques. L'énergie nucléaire, donc renforcer la sûreté et l'information des citoyens. Simplification administrative, comme d'habitude. Et agir ensemble. Donc agir ensemble, c'est le dernier titre. C'est le titre qui concerne la gouvernance et la transition entre le cadre national, d'une certaine façon le global, et les territoires, c'est-à-dire le local. Donc agir ensemble, donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l'État le pouvoir d'agir ensemble. Donc toujours la démarche descendante, je suis désolé, on est câblé comme ça, mais un cadrage stratégique national et ensuite des outils pour les territoires. Donc le cadrage stratégique national, il est donné par un certain nombre de grandes stratégies. Donc la première, c'est la stratégie nationale bas carbone. C'est un document par lequel on va s'engager à atteindre des objectifs, donc typiquement le facteur 4 à l'horizon 2050. On va décrire les trajectoires par lesquelles il faudra passer pour atteindre cet objectif et on va en déduire aussi les premiers pas sur cette trajectoire avec, pour les 15 années à venir, des plafonds en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour notre économie. Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est aussi quelque chose de très important, c'est ce qui programme le mix énergétique donc à l'horizon de 10 ans. Donc autant la stratégie nationale bas carbone se projette loin dans le futur, autant la programmation pluriannuelle de l'énergie et l'application numérique dans les 10 prochaines années de tout ce qu'on aura dit en matière de développement des énergies, notamment renouvelables, et en matière d'efficacité énergétique. Le plafonnement de la capacité de production d'origine nucléaire, donc ça fait partie aussi des marqueurs du quinquennat. Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, donc on travaille aussi, je vous l'ai dit, sur la qualité de l'air. En fait, la loi aussi a une approche intégrée de tous les sujets, c'est-à-dire énergie, climat et qualité de l'air. Une stratégie nationale de recherche donc pour préparer l'avenir. Ça, ce sont des documents d'orientation stratégique de portée nationale et qui, bien sûr, dans un premier temps, on s'est assuré, pour le dire sous forme de boutade, qu'ils ne nous conduisaient pas au désastre. Ça, c'est simplement l'évaluation qui a été faite de la stratégie nationale bas carbone. Je vous la traduis, ça signifie que si on applique ce qu'on a dit qu'on voulait appliquer pour atteindre nos objectifs carbone, alors on aura plus de PIB et plus d'emplois que si on ne l'avait pas fait. Donc le plus de PIB, c'est 1,5%, c'est gagner une année de croissance d'ici 2030. Et les emplois, c'est 100 à 350 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Donc sachant que les fourchettes sont liées au fait qu'on a fait une évaluation avec plusieurs modèles. Donc on a fait plusieurs évaluations. Donc les évaluations ne donnent pas les mêmes résultats, mais elles ont toutes le même signe. C'est bon pour nous, c'est bon pour la croissance.
Et donc, comment ça se décline sur le terrain? Donc, on a touché à la marge et peut-être rajouté quelques éléments à un cadre pour la planification territoriale qui existait déjà. Donc, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui existaient sont complétés par un volet efficacité énergétique. Accessoirement, ils sont conçus désormais par la région seule, alors qu'avant, ils étaient co-conçus par la région et le préfet. Les plans climat-énergie territoriaux se voient ajouter également un volet pour la qualité de l'air. Ce seront des plans climat, air et énergie territoriaux. Pardon. Et ils ne s'empileront plus. On va essayer d'avoir un pavage en les définissant à l'échelle intercommunale. Donc sur une commune donnée, sur un endroit donné, il ne devrait plus y avoir qu'un plan, qu'un PCAET qui s'applique, alors qu'avant il pouvait s'empiler avec l'empilement des collectivités. Un réseau de plateformes de rénovation énergétique, donc destiné à informer nos concitoyens qui ont des velléités de rénovation énergétique de leur logement de la meilleure façon de s'y prendre et des aides qui sont à leur disposition et des procédures qu'ils peuvent suivre pour bénéficier de ces aides. Ensuite, des outils pour les collectivités territoriales, donc l'affirmation de la compétence communale pour la distribution de chaleur et pour les réseaux de chaleur, l'élaboration d'un schéma de développement de la distribution de chaleur d'ici 2018 est demandé aux plus grosses d'entre elles. La création d'un droit d'accès à l'information utile pour les actions de transition énergétique. C'est barbare, dit comme ça, mais ça signifie quand même que les collectivités locales qui, depuis toujours, en fait, réclamaient des informations sur la consommation d'énergie de leurs administrés à une maille fine, et qui s'étaient toujours vu refuser ces informations au motif du secret industriel ou du secret statistique, vont pouvoir les avoir maintenant à une maille qui sera celle du quartier. Et ça, c'est quand même... Alors, les textes d'application sont en cours d'écriture, mais c'est quand même un progrès assez important en matière de capacité à déployer des politiques sur le terrain. Et une participation facilitée, participation au sens économique et financier du terme, facilitée au projet de développement d'énergie renouvelable pour les collectivités. Donc ça, c'est le contenu de la loi. Je termine. Je vous en prie, c'est vraiment intéressant comme cadre. Alors c'est le contenu de la loi, mais la loi ne se fait pas tout. La loi, d'abord, elle ne vaut que quand on aura pris ses textes d'application. Donc la loi, elle vient avec 110 ou 115 décrets, dont plus de la moitié en Conseil d'État, et une soixantaine d'ordonnances qui sont donc comme des décrets en Conseil d'État, une habilitation à écrire des petits bouts de loi avec des décrets en Conseil d'État. Et donc la ministre souhaitait qu'on le fasse le plus vite possible. La moitié de ces textes, les plus importants, auront été pris ou transmis au Conseil d'État avant la fin de l'année. On espérait faire tout avant la fin de l'année, ça va quand même être impossible. Mais les autres seront pris dans les tout premiers mois de l'année 2016. Donc la loi sera opérationnelle dans les tout premiers mois de l'année 2016. Mais même en attendant, il fallait quand même qu'on puisse continuer à agir. Donc la ministre a lancé un certain nombre d'appels à projets. Donc le plus connu d'entre eux, c'est le 500 territoires énergie positive pour la croissance verte, donc les TEPCV, petit nom barbare également, mais aujourd'hui on en a déjà 212 identifiés, donc il y aura une nouvelle, il y en avait un certain nombre qui étaient en devenir, pardon, et puis il y aura une nouvelle vague pour atteindre les 500 TEPCV donc à l'horizon 2017. 1500 projets de méthanisation en 3 ans, c'est explicite. Des territoires zéro déchet, zéro gaspillage, c'est un peu à l'image des territoires à énergie positive, un appel à projet pour se lancer sur la maîtrise des déchets. Les plateformes de rénovation énergétique, j'en ai un peu parlé, c'est pareil, ça prend la forme d'un appel à projet, on peut candidater et on peut bénéficier de moyens. L'appel à projet ville respirable en 5 ans, c'est le dernier en date. Donc ça consiste à, on a un certain nombre de villes dont on peut dire qu'elles sont un peu polluées en France. Et on a un contentieux avec la Commission européenne. Il y a un récent rapport du Sénat qui démontre que ça a vraiment des impacts sanitaires, environnementaux et même économiques. Et que alors on le savait, hein, mais le dernier rapport du Sénat a permis de le chiffrer à 100 milliards d'euros par an. Alors c'est un chiffrage large, mais c'est quand même un ordre de grandeur important. Et donc on a lancé un appel à projet Ville Respirable en 5 ans pour que les plus sensibilisés et les plus volontaires d'entre elles puissent bénéficier d'un soutien de l'État pour mettre en œuvre leur projet à l'horizon de 5 ans, pour reconquérir la qualité de l'air à l'horizon de 5 ans. Donc beaucoup d'appels à projet, et puis des moyens. Donc on a un crédit d'impôt développement durable de transition énergétique, il a changé de nom, de 30% des investissements. On a 1,5 milliard de subventions au fonds de financement de la transition énergétique, donc ce sont de l'argent qu'on peut mettre sur des projets sous forme de subventions. On a 5 milliards de prêts, pas de prêts au zéro, d'une enveloppe de prêts de 5 milliards à la Caisse des dépôts et consignations. Je la cite tout de suite parce que par rapport aux 1,5 milliard de subventions, là ce sont des prêts pour les collectivités locales, pour leurs projets liés à la transition énergétique.
On a également le doublement du fonds chaleur qui est prévu, donc qui aide à financer les énergies renouvelables thermiques, les prêts à taux zéro pour les projets de rénovation. Il y a le bonus-malus qui n'est pas cité là-dessus. Donc on a un certain nombre d'enveloppes qui ont été dégagées pour financer les projets. Et donc je finirai là-dessus. La transition énergétique, elle s'incarne dans la loi transition énergétique pour la croissance verte. C'est effectivement aussi pour la croissance verte qu'on l'a fait, comme l'indique le nom de la loi. C'est une dynamique globale, c'est pas seulement la loi, c'est ses textes d'application, c'est tous les appels à projets qu'on a lancés sans attendre que la loi ait été votée, sans attendre que les textes aient été pris. C'est les financements qu'on a mis en place, et donc c'est une dynamique qu'on donne. Et je vais finir sur les territoires. En fait, c'est une dynamique qu'on donne, c'est une boîte à outils, c'est un environnement favorable pour les territoires pour qu'ils puissent développer leurs projets. Voilà. Et donc, juste simplement mentionner le site sur lequel vous pourrez retrouver tout ce que je viens de vous dire, c'est votreénergiepourlafrance.fr. Il y a notamment la liste des appels à projets qui ont été lancés. Là, je vous ai fait un échantillonnage, mais il y en a plus d'une quarantaine qui sont lancés en s'appuyant sur les financements qui ont été dégagés. Donc c'est la transition énergétique vue depuis le ministère d'une certaine façon, avec un momentum, mais on passe la main au territoire. Merci beaucoup et on retrouve aussi les appels à projets sur le même site ? Oui. Merci vraiment, Monsieur Dupuis, pour toutes ces informations et ce cadrage général. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, nous puissions nous tourner vers les représentants, les élus des collectivités locales, qui vont nous parler de ce que eux font depuis plusieurs années, sans attendre la loi et ce qu'ils ont pu mettre en place. Et peut-être, si certains d'entre vous sont élus des conseils ou des initiatives que vous pourriez prendre à votre niveau. Je vais me tourner tout d'abord vers Bordeaux. Anne Valric, vous êtes élue à la ville de Bordeaux depuis 1995 et puis Bordeaux, pour ne citer que cela, a lancé un appel pour la COP21 il y a quelques mois qui ont été signés par de nombreux élus et de nombreuses collectivités dans toute la France. Alors vous êtes sans doute très bien placé pour nous dire ce que vous faites à Bordeaux et au-delà et indiquer quelques pistes et quelques orientations que pourraient prendre les collectivités en vue de la COP, mais surtout pour après. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à témoigner. D'abord, je me permettrai de faire, si vous permettez, un petit commentaire sur le titre de notre conférence débat. Donc, c'était Plan climat du quartier au monde. J'avais envie de faire une petite observation. J'aurais dit volontiers du quartier au monde, certes, et inversement du monde au quartier. On est à Bordeaux absolument convaincus. On a eu ces débats à de nombreuses reprises que certes, il fallait, on dit toujours du global au local. Nous, on dit du global au local, mais aussi du local au global. Et comme vous l'indiquiez dans l'intitulé de cette conférence débat, certes, le milieu urbain est responsable, consomme une partie indéniable extrêmement importante, les 2/3 à peu près de l'énergie dans le monde, mais elle est responsable aussi de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le sens de l'appel de Bordeaux que vous évoquiez, qui a été lancé par Alain Juppé et signé par de nombreux responsables de collectivités, qu'elles soient locales, départementales, régionales, européennes, internationales, etc. Le sens de cet appel, c'était de dire précisément que les collectivités, elles étaient certes responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais que c'était aussi le lieu où l'on pouvait mettre en œuvre des politiques responsables, des politiques innovantes, où on pouvait aussi tester, expérimenter. Voilà, donc on pouvait être fortement contributeur des engagements qui étaient pris sur un plan, bien entendu, international, européen ou national, qui ont été rappelés tout à l'heure. C'était le premier sens de l'appel. Le deuxième sens de l'appel, c'était donc de dire que nous prenons, nous, collectivités, l'engagement de continuer nos démarches, notre engagement, plus encore, avec un niveau d'ambition encore plus élevé. Et puis le troisième sens du message de l'appel de Bordeaux, c'était de dire que bien entendu on espérait et qu'on appelait à la responsabilité des 195 parties qui allaient être signataires de l'accord bien sûr à Paris pour la COP21, mais qu'on attendait aussi que des mesures concrètes soient mises en place dès janvier 2016 sans attendre bien entendu le post-Kyoto, sans attendre de 2020. Voilà, c'était un peu les
croissance de l'appel de Bordeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux? Il est toujours possible de signer cet appel? Il est toujours possible de signer cet appel. Il a été signé après les Assises nationales de l'énergie qui se tenaient pour la première fois à Bordeaux en duo avec Dunkerque, qui en est l'initiateur et le créateur. C'était évidemment que ça fasse des petits, et donc ça a été largement signé après le mois de janvier par un certain nombre de collectivités, j'allais dire de France et de Navarre. Ça a été même promu à l'étranger, notamment à Washington ou dans d'autres lieux. Et s'agissant de la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, Alain Juppé a proposé bien entendu à toutes les villes, puisqu'on va parler de l'international tout à l'heure, qui étaient en accord de coopération ou en jumelage avec nous, qu'elles puissent également le signer. Sur la deuxième question, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'échelle d'une collectivité? Donc évidemment beaucoup de choses. Donc je vais moi donner quelques pistes peut-être en relation avec le témoignage de ce qui a été fait à Bordeaux. Alors puisqu'on parle du plan climat, d'abord nous pensons que les méthodologies qui sont mises en œuvre, les outils qui sont mis en œuvre ont le mérite de pouvoir amener tout le monde autour de cette méthodologie pour faire un plan climat réussi. Alors la nouvelle génération, ce sera le plan climat air, énergie territoriale, comme l'a indiqué M. Dupuis, et ce sera également une nouvelle génération au sens où ça va également embarquer tout ce qui peut être fait en matière de la promotion et du développement de l'économie circulaire. Donc ce sont quand même les deux choses un petit peu innovantes. La deuxième chose innovante que nouvelle que j'aurais dû rappeler, c'est que les métropoles, au sens de la loi MAPTAM, du terme que vous n'avez pas cité, mais il y a une prise de compétence quand même dans le domaine de la transition énergétique, notamment une prise de compétences dans le domaine de l'air qui sont importantes et dont on va trouver la traduction dans les nouvelles générations des plans d'action, bien entendu. Donc pour revenir au plan climat, pour que ce soit un succès, il faut qu'il y ait d'abord un diagnostic partagé. À Bordeaux, que ce soit pour la ville de Bordeaux, on en est à notre 3e bilan carbone qui est effectué de façon à avoir les évolutions qui sont faites depuis quelques années au vu de l'engagement des plans d'action et de leur évaluation. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. À l'échelle de Bordeaux Métropole, on en est également à la 3e évaluation de ce bilan carbone, et ce qui nous permet derrière de lancer une concertation avec l'ensemble des parties, avec l'ensemble des acteurs, et de promouvoir ensuite ou d'adapter des plans d'action un peu nouvelle génération, comme je l'ai indiqué. Donc la méthodologie a son importance. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a un regard extérieur sur ce qui est produit, sur ce qui est proposé, ce qui est mis en œuvre par les collectivités, qu'il s'agisse de la métropole ou de la ville de Bordeaux ou de l'ensemble des acteurs. Donc le bilan carbone dans la méthodologie que nous appliquons et notre politique en matière de transition énergétique et climat, d'une façon générale, l'avantage c'est que ce soit encore une fois évalué par un organisme extérieur. Et le fait qu'on situe notre démarche tant pour la ville de Bordeaux que pour Bordeaux Métropole dans le cadre de la labellisation européenne Citergy est aussi, de mon point de vue, un facteur à la fois de changement, un facteur de cohésion, un facteur de mobilisation et un facteur de crédibilité aussi des démarches qui sont engagées. Donc, s'agissant de la ville ou de Bordeaux Métropole, puisqu'on est parti en même temps dans ce domaine, donc on a été labellisé de ce label européen depuis fin 2013, et ça nous permet chaque année de faire une évaluation, de voir quelles sont les marges de manœuvre, les marges de progression, et de pouvoir encore une fois surtout mobiliser tous les acteurs du changement, que ce soit les forces vives, je dirais, internes à la ville ou à Bordeaux Métropole, mais également l'ensemble des acteurs. La troisième chose qui me semble importante pour mener à bien avec succès une transition énergétique et climatique à l'échelle d'un territoire, c'est qu'il y ait donc une mobilisation de tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, c'est qu'on ait sans doute des plans d'action qui soient adaptés aux différentes cibles.
Je donnerai 3 exemples concrets pour illustrer cela. Par exemple, pour la ville de Bordeaux, on a mis en place en 2008 ce qu'on appelle l'Académie Climat-Énergie. Et nous avons regroupé, ça représente à peu près un peu plus de 10% de l'ensemble des agents qui travaillent pour la ville de Bordeaux dans cette académie. Ces agents, ils font l'objet d'une formation continue, de séminaires, ils sont dotés de mallettes, d'outils pédagogiques et ils sont devenus de ce fait à la fois nos sentinelles un peu développement durable sur la ville et à la fois nos ambassadeurs également vis-à-vis de l'ensemble des agents et vis-à-vis et également dans tous les sites patrimoniaux de la ville. Pour la seule ville de Bordeaux, on a l'équivalent de 2 millions de mètres carrés, 650 sites à peu près qui sont dans le domaine du patrimoine de la ville. Et donc quand on parle de transition énergétique, c'est d'abord évidemment la baisse de consommation d'énergie, c'est le changement des comportements, c'est l'efficacité énergétique. Et donc il est important que ces agents soient porteurs de la bonne parole et des bonnes machins. Et combien d'agents pour avoir un ordre d'idée formés ou à former? Alors, je vous dis, c'est 10% de l'effectif de la ville de Bordeaux. Donc, ça doit faire 350 agents à peu près. Voilà. Sachant que maintenant, évidemment, avec la nouvelle prise de compétences à l'échelle de Bordeaux Métropole, on est dans un processus de mutualisation. On va avoir 1200 agents de Bordeaux qui basculent vers la métropole et une organisation en conséquence. Donc, tout cela, évidemment, va bouger. Deuxième type d'exemple, pour mobiliser, nous avons en 2012, je crois, créé le club des entreprises et des organisations qui adhèrent à la charte climat-énergie de Bordeaux. Ça aussi, c'est une façon de pouvoir mobiliser et de faire en sorte que les acteurs économiques, en particulier, soient partie prenante de façon très pragmatique de la démarche qui est mise en œuvre. Ça, c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple, vis-à-vis d'un autre public, par exemple, ce sont les familles. Nous rentrons à Bordeaux dans la 4e édition pour la ville de Bordeaux et 2e édition à l'échelle de la métropole du dispositif Famille à énergie positive. Donc, que vous connaissez sans doute ici, qui a été mise en œuvre en 2008, je crois, à l'initiative de l'ONG prioritaire, accompagnée par l'ADEME. Et donc, c'est simplement un challenge, un défi qui est lancé, auquel toutes les familles, tous les particuliers, les étudiants, les jeunes, les entreprises, les salariés peuvent adhérer, et qui consiste à diminuer sa consommation de façon volontaire d'énergie d'une période de chauffe à une autre, de 8% à minima. Et à Bordeaux, depuis 2 ans, on a couplé ce défi de baisse d'énergie à baisse de consommation d'eau. Et je peux vous dire que par le simple changement de comportement et en mettant à disposition de ces familles, de ces foyers, simplement des kits qui permettent d'économiser l'eau, l'énergie. Et pendant 6 mois, évidemment, on les accompagne en faisant des ateliers, des animations, etc. On a des résultats qui sont absolument époustouflants. L'année dernière, au mois de juin, quand nous avons remis les prix aux équipes lauréates, je me rappelle que pour Bordeaux, l'équipe lauréate, c'était 32% de baisse de sa consommation d'énergie et 18% de baisse de consommation d'eau. Donc voilà, c'était 3 illustrations pour dire qu'au-delà des grandes politiques que nous menons, bien entendu, on peut aussi, s'il n'y a pas une mobilisation de l'ensemble des acteurs, au-delà des plans d'action qui sont déployés par les collectivités, on ne peut pas y arriver. Et dernière observation, on ne peut pas y arriver non plus, de mon point de vue, si on n'a pas une vision systémique des choses. Dans le domaine du climat, de l'énergie, etc., du développement durable d'une façon plus générale, tout est dans tout, je veux dire, tout est transversal. Si je prends l'exemple de l'air, puisque Bordeaux a répondu à l'appel à projet, a été retenu ville respirable à 5 ans. Bordeaux a d'ailleurs répondu aussi à l'appel à projet territoire à énergie positive, a été répondu, comme aussi d'ailleurs à l'appel à projet sur zéro gaspillage, zéro déchet. Ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et donc, je reprenais l'exemple de l'air. L'air n'a pas de frontières. Et quand on essaye d'avoir une politique corrective pour améliorer encore la qualité de l'air, qui, je le précise, n'est pas mauvaise à Bordeaux, et elle s'est même améliorée en 10 ans, je veux dire, on ne peut pas raisonner à l'échelle de la ville ou même à l'échelle de la métropole. Il faut qu'on travaille à l'échelle d'un territoire beaucoup plus large. Et bien sûr que les mesures qui pourront être prises, sachant que 60% de notre pollution, elle est importée à Bordeaux,
Bordeaux. Donc, on a un impact, nous, sur, en gros, je caricature, sur 40% de ce qui peut être fait, mais tout le reste, ce sont des mesures tant nationales qu'européennes, internationales, etc. Voilà, ce sont peut-être les observations. Et puis, si j'ai encore une seconde pour terminer sur le lien avec l'international que vous développerez tout à l'heure, dire que la méthodologie bilan carbone de la ville de Bordeaux, nous l'avons transposée en Chine, à Wuhan. C'est le petit exemple que je voulais citer dans la dimension de solidarité ou de coopération décentralisée. La ville de Wuhan et cette collaboration est d'ailleurs notée dans le cadre de la COP21, bénéficie du label. On la présentera d'ailleurs à cette occasion à Paris. Et donc, sachez que la ville de Wuhan a transposé et que nous les avons aidés à adapter la méthode bilan carbone aux spécificités territoriales de la petite ville de Wuhan, qui est une petite ville de 10 millions d'habitants. Voilà, c'était juste pour terminer sur cette touchage. Je ne voudrais pas être trop long. Non, mais merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et surtout pour les exemples, parce que c'est parfois, au-delà des bonnes intentions, les exemples que l'on recherche. Alors, Monsieur Dupuis, Bordeaux, ville exemplaire. Hein. On reviendra peut-être à la fin du tour de table. Nous allons aller du côté de Tours maintenant. Alors, les mentions affichées sont fausses à l'écran, mais nous allons échanger avec Yves Massot, adjoint au maire, délégué au développement durable, au plan climat et à la biodiversité. Preuve que l'on peut réunir les compétences entre nature et énergie sans forcément les séparer. Ah, c'est vos compétences à vous. Voilà, décidément, les fiches... il ne faut pas que je regarde les fiches derrière moi, décidément. Mais donc, nous allons échanger avec Yves Massot. Vous avez été chef d'entreprise pendant longtemps, responsable du tribunal de commerce. Donc, vous avez une longue expérience du privé, puis une expérience d'élu. Donc, comment aujourd'hui votre ville aborde la question de la transition énergétique? Eh bien, écoutez, d'une façon, bien sûr, très positive. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez invité. Moi, si vous voulez, je vais faire un inventaire de ce qui a été réalisé et puis de vous proposer un inventaire aussi des projets en cours. En ce qui concerne les projets déjà réalisés, nous avons connecté deux réseaux de chaleur et créé une chaufferie biomasse. Donc, cette chaufferie biomasse, donc on l'exploite avec 53% de biomasse, 27% de cogénération et 20% de chaudière gaz, permettant aux abonnés de bénéficier d'un régime réduit de TVA, bien sûr. En définitive, c'est un rabais global de 22% des factures des usagers qui a été négocié. À noter également que le plan climat énergie territoriale, PCET, que mon voisin de droite tout à l'heure vous a présenté du ministère, de la communauté d'agglomération fixe un objectif de réduction de 40 000 tonnes de CO2 d'émissions par an pour respecter l'objectif facteur 4 en 2050. Alors, je vous livre quelques chiffres sur cette réalisation. Nous alimentons 14 500 logements. Nous avons fait donc une réduction de 30 000 tonnes de CO2 par an, un investissement de 35 millions, une puissance électrique de 28 MW, la création de 35 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Et ce type de marché, bien sûr, c'est une DSP de 30 ans. Et donc, la négociation avec la chaufferie biomasse nous a amené à faire un prolongement de cette DSP de 12 ans. Voilà, le deuxième exemple de ce que nous avons réalisé, c'était un des premiers contrats de performance de PPP, performance énergétique, partenariat privé-public, pardon. Donc la ville de Tours a profité de la mise en concurrence de ce marché d'exploitation des installations de génie climatique. En fait, nous avons 160 chaufferies au total. Donc c'est sur des prestations de P1, P2, P3, P4. Je ne sais pas si ces notions vous disent quelque chose, mais enfin bon, c'est l'ensemble de l'exploitation des installations de chauffage. Et donc ça concerne bien sûr à la fois le fonctionnement et l'investissement, puisqu'on parle de P3 et P4, qui a été passé en France en matière de performance énergétique. Donc sans dépenses supplémentaires par rapport à l'ancien contrat d'exploitation, malgré les 2,7 millions d'investissements hors taxes sur les équipements remboursés sur 12 ans, les CPE ont permis dès 2009 de réduire les consommations énergétiques de 7% et les émissions de gaz à effet de serre de 15%. Et bien sûr, par conséquent, de réduire aussi la facture énergétique.
Voilà. Maintenant, je voudrais vous présenter les projets. Alors, quand je parle des projets, c'est des projets bien avancés, bien élaborés. Je vous ai parlé d'une boucle, d'un chauffage urbain sur la partie est de la ville. Là, c'est l'autre partie, la partie ouest de la ville. Nous avons donc en réhabilitation deux grandes casernes qui ont été, bien sûr, qui viennent d'être libérées par le ministère des Armées. Et donc, ce sont des quartiers pour nous à réurbaniser. Donc, nous avons l'intention de créer une chaufferie biomasse dans cette partie ouest de la ville, de récupérer, de faire un grand réseau de chaleur, d'aller récupérer les réseaux de chaleur existants, de prendre au passage aussi l'hôpital Bretonneau, qui a sa propre chaufferie. Donc, la chaufferie de l'hôpital servirait pour nous de chaufferie de secours, chaufferie tampon, chaufferie d'appoint. Donc, voilà, c'est un grand projet. Quelques chiffres prévisionnels, 17 MW bois, 33 MW gaz et une économie globale espérée de 20 000 tonnes de CO2. Au niveau des développements des énergies renouvelables, nous tenons une cadence d'environ 3 à 5 groupes scolaires. Nous équipons les toitures de capteurs solaires selon les disponibilités, bien sûr, d'investissement de la ville. Vous savez qu'on est de plus en plus contraint. Je ne vais pas me mettre à pleurnicher maintenant. Voilà, donc cette année, on a installé 300 MW, donc 34 tonnes de CO2 par an d'économiser. Le projet un peu phare pour 2016, ça va être l'installation de deux turbines sur le Cher. On dispose d'une hauteur à peu près de 2,50 m. Donc ce serait deux turbines Kaplan, des turbines basse vitesse, des turbines qui respectent l'environnement, puisque ces turbines ont fait des tests à 100% en ce qui concerne l'ichthyophilie, c'est pas facile à dire, l'ichthyophilie, c'est-à-dire voilà, le passage des poissons. Donc voilà, c'est une turbine qui pourrait débuter de 2 800 000 kW et une économie de CO2 d'environ 1000 tonnes par an. On peut couvrir les besoins d'électricité de 3000 personnes environ. Voilà. Ensuite, un dossier intéressant en termes de technologie. On est en train de reconstruire, d'agrandir ce qu'on appelle le CCCOD, c'est le Centre de création contemporaine Olivier Debré, donc un grand peintre de la famille Debré. Et donc ce centre de création contemporaine serait chauffé par géothermie par sonde sèche et donc avec une pompe à chaleur. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui demande bien sûr des besoins, des températures constantes et des hygrométries très étroites, des taux d'hygrométrie très étroits. Donc ce type de production de chaleur ou de production de froid est très adapté. Ensuite, ce sera le dernier exemple. Oui, c'est le dernier exemple. Nous avons l'intention, enfin c'est même en cours, les travaux sont en cours puisque les digesteurs sont posés. Nous avons une station d'épuration. Et donc nous avons la technologie d'épuration passe par l'usage de digesteurs qui traitent les boues dans un milieu fermé et chaud. Le maintien de la température de digesteur est assuré au moyen de biogaz issu des phases amont de traitement. Le reste du biogaz ne pouvant être rejeté dans l'atmosphère en l'état, il était auparavant brûlé. Une démarche a été entreprise pour valoriser ce biogaz dans un premier temps par turbinage et production d'électricité. Malheureusement, la réglementation a un petit peu changé et nous sommes passés sur une solution de fabrication de méthane et d'injection de ce méthane traité dans le réseau GRDF. Donc voilà, ce serait une puissance d'environ 6300 MW. Voilà. Donc madame, vous avez parlé de méthode, de méthodologie. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que demain, je vais à Bruxelles pour signer la Convention des maires et que nous dirigeons vers une démarche européenne ISO 50001 CEPS
et qui va nous permettre d'apporter, en plus des travaux que nous réalisons, des projets que nous avons, de réaliser l'ensemble des économies d'énergie et des traitements de développement durable d'une façon très méthodologique, puisque nous sommes associés au bureau d'études, à l'association Amorce et au bureau d'études MT Partenaires de Bordeaux. Voilà. Pardon. Oui, d'accord, très bien. Voilà, bienvenue pour moi au club. Oui, Amorce a été créé à Lyon. Voilà, donc on reste en famille. Voilà, écoutez, le titre de cette rencontre, c'était du quartier au monde. Moi, j'avais imaginé que c'était du global au local, ce qui est à peu près pareil, ou du général en particulier. Eh bien, écoutez, moi, j'essaye de m'appliquer à moi-même ce qu'on essaye de faire à tout le monde. Eh bien, moi, je m'en réalise par semaine un bilan carbone. Et je peux vous dire que la semaine dernière, j'ai économisé 35 kilos en prenant le tramway et en marchant à pied. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Monsieur Massot pour ces exemples variés. Peut-être revenir sur la norme et la signature de votre convention des maires. Si des élus étaient intéressés, quelle démarche avez-vous engagée pour en arriver là? Et puis, est-ce que ce sont des perspectives qui vont s'ouvrir pour d'autres collectivités françaises? Vous voulez répondre? Alors du coup, ça fera la transition. Oui, la transition. Mais écoutez, d'abord, on a été approché très sérieusement par l'association Amorce, ça c'est clair, qui nous a proposé cette démarche. Moi, en ce qui me concerne, vous avez parlé de mon passé entrepreneurial. J'ai développé dans l'entreprise la démarche qualité. Donc, je trouve que c'est une bonne méthode pour faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens, que ça puisse se généraliser, aussi bien au niveau des employés de nos collectivités, que ce soit la mairie ou l'agglomération, mais aussi, on a parlé tout à l'heure du comportement, de nous tous, de notre comportement. Donc il faut que tout ça change si on veut arriver à des gains. Donc pour ce faire, il faut de la méthode. Donc voilà, je pense que l'approche 50 000 1 m'a paru être la bonne façon d'y arriver. Merci. Et puis ça servira de transition. Donc je me retourne vers Bruno Charles, vice-président au Grand Lyon, chargé du développement durable, du plan climat et de la biodiversité. Parlez-nous un petit peu de vos politiques que vous menez déjà depuis plusieurs années, et puis peut-être sur des précisions également dans le cadre de votre intervention sur cette convention des maires qui peut intéresser beaucoup de collectivités. Alors je suis passager clandestin parce qu'il y a ma délégation, mais j'y suis pas. Donc je suis effectivement, si on prend la ligne du milieu à la place d'Yves Massot, je suis vice-président du développement durable, plan climat et biodiversité, mais à la métropole de Lyon et non pas à Tours. Voilà. D'abord un petit préambule sur la COP. Je ne sais pas s'il y aura un accord à la COP. Je pense qu'il y en aura un. Mais même s'il y en a un, je pense qu'il ne sera pas respecté. Donc il ne faut pas surévaluer. Mais on a besoin quand même d'un accord parce que ça donne une dynamique. Ce n'est pas tellement l'objectif, c'est la dynamique que ça génère. Et je pense que les États sont incapables de gérer ce problème. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation internationale des villes qui est extrêmement impressionnante. Pour la Convention des maires, il y a 6000 villes européennes qui ont signé la Convention des maires. Sur le je crois que c'est le US Climate Mayors Agreement, il y a plus de 1000 villes américaines qui ont signé les objectifs de Kyoto. Et c'était déjà le cas du temps de George Bush. C'est-à-dire quand l'État fédéral américain refusait absolument Kyoto, il y avait plusieurs centaines de villes et le mouvement était enclenché. En Amérique du Sud, il y a le pacte de Mexico où toutes les grandes villes sud-américaines ont signé. Aujourd'hui, on voit que les villes chinoises prennent des engagements supérieurs à ceux de l'État chinois. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Pour deux raisons, à mon avis. C'est que d'abord, le climat nous fait basculer jusqu'à présent, quand on a inventé la définition de développement durable, c'était la commission Brundtland des Nations Unies, c'était répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'était préserver le droit des générations futures. Les générations futures, c'est presque nous et nos enfants aujourd'hui, 40 ans après. Et on rentre vraiment dans le domaine de la rareté. Alors on peut discuter sur l'énergie, parce qu'avec effectivement le pétrole de schiste, etc. Mais en réalité, sur les matières premières, sur les terres rares, nous allons vers la rareté. Et il y a deux manières de gérer la rareté. Soit vous l'organisez par la sobriété, et il y en aura un peu pour tout le monde.
soit vous ne l'organisez pas, il y aura très peu de riches et un nombre de pauvres qui sera exponentiel et ça sera explosif. Et je pense qu'il n'y a aucun pouvoir urbain qui ne résistera à ce mouvement si on ne prend pas en compte ce passage à la rareté et à la sobriété. Voilà pourquoi toutes les villes du monde s'y mettent. Et je peux vous dire que quand j'entends les discours des maires, parce que par différentes coopérations, évidemment, on est en relation avec eux, il y a eu le sommet de Lyon, l'appel de Lyon, etc. Ils ont tous extrêmement conscience, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie, de la fragilité des pouvoirs urbains face aux phénomènes qui vont arriver. Donc on est sur les plans climat, non seulement sur, je dirais, une démarche de sobriété, parce qu'il faut le faire, mais sur une remise en cause de tous les modes de faire de la collectivité et même de la communauté, au sens large. Alors nous, effectivement, on a voté les 3x20 qui sont la Convention des maires et l'objectif du Conseil européen, c'est les 3x20 à l'échéance 2020 et le facteur 4 en 2050. Ça a été voté juste avant que j'arrive en 2007, j'ai été élu en 2008, donc ça avait été élu à l'unanimité, les gens avaient voté, parce que c'est difficile d'être contre la lutte contre le changement climatique, mais en réalité, si les gens savaient ce qu'ils avaient voté, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu unanimité. La première chose qu'on a fait, c'est dire, mais qu'est-ce que ça signifie en réalité faire moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, 20% d'éco-énergie, qu'est-ce que ça signifie sur le territoire? Donc on a fait un diagnostic. On a eu de la chance, c'était juste avant Copenhague, tout le monde voulait aller. J'ai fait moi une 50aine de réunions depuis le conseil de quartier jusqu'à l'assemblée générale du MEDEF. Tout le monde voulait savoir, et les services en ont fait le double, donc on a vraiment socialisé ce diagnostic. Et une des leçons les plus importantes, c'était, et là on a un peu glops, c'était de dire la collectivité, elle émet 5% des émissions du territoire. Toutes ces politiques publiques mises bout à bout, on impacte indirectement 20% des émissions. C'est-à-dire que 75% des émissions nous échappent, et pourtant on s'est engagé à faire 20% des émissions en moins du territoire. Alors on fait comment? Et là, c'est un changement. Jusqu'à présent, le modèle français, qui est exporté d'un point d'endroit, c'était l'élu appuyé sur un corps d'ingénieurs qui faisait le bonheur des gens pour eux. Appuyé sur une démocratie représentative qui faisait que c'était les gens qui choisissaient l'élu qui allait faire le bonheur pour eux, appuyé sur l'ingénieur. Ça ne marche plus. Et on a un vrai problème politique là-dessus, c'est pas dans les méthodes culturelles. Ce modèle-là est incapable de résoudre les problèmes du développement durable. Partant de ce point de vue, on a discuté avec mon président, j'ai réussi à l'emmener sur une conférence énergie-climat où on a réuni tous les acteurs du territoire, depuis les associations environnementales jusqu'au MEDEF. Et vous savez, il peut y avoir des confrontations culturelles. Il y avait la chambre de commerce, il y avait la chambre des métiers, il y avait les gros énergéticiens, les plus grands groupes du territoire, des PME, des associatifs, des communes, des représentants des transports en commun, des usagers de transports en commun. Il y a plus d'une centaine d'organisations du territoire qui ont travaillé pendant 2 ans. Avec nous, on a simplement dit, voilà les objectifs. Ce n'est pas des objectifs qui sont arbitraires, puisque les objectifs sont ceux du Conseil européen, qui ont été traduits dans la loi POP, la loi Programmation et Orientation de la Planification énergétique. Donc c'est dans la loi française. Donc on n'a pas inventé les objectifs. Maintenant, on ne sait pas faire tout seul. Alors, quels sont vos intérêts pour aller dans ces objectifs-là? Et quels sont les obstacles qui vous empêchent d'y aller? Et donc, on a eu 2 ans de travail avec 3 bureaux d'études différents, plus un nombre de réunions avec tous ces gens-là, plus de 450 propositions qui sont venues de nos partenaires. Et de ces 450 propositions, on a tiré une trajectoire de transition énergétique qui a été votée, je ne l'ai pas emmenée, mais vous la trouvez sur le net, qui respecte les objectifs, les fameux 3x20 et le facteur 4, mais qui est chiffrée en euros, qui est chiffrée en tonnes de carbone et qui est chiffrée en difficulté de mise en œuvre. Et l'originalité, c'est que cette trajectoire, elle n'a pas été votée que par les élus, elle a été votée par les représentants de la Chambre de commerce, par les représentants du MEDEF, par les représentants de la Chambre des métiers, par les communes, par les associations environnementales. Donc ce n'est plus un plan climat de l'institution toute seule, c'est un plan climat de tous les acteurs du territoire de la métropole. Et ça, c'est super intéressant parce que derrière, je vous passe les associations, enfin la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, etc., qui sont parties prenantes. Et quand on a chiffré le plan d'action dont il résultait, on est sur un chiffrage avec des incertitudes entre 6 et 8 milliards d'euros d'ici 2020. Donc là, on sort de l'épaisseur du trait. Donc on a, et là c'est intéressant parce que je fais partie moi des gens qui pensent qu'il faut penser le monde post-croissance, qu'il faut arrêter de parler de croissance. La croissance infinie dans un monde fini, il n'y a qu'un économiste ou un fou pour y penser.
Mais on joue un peu sur les mots, parce que je suis plutôt du courant prospérité sans croissance de Tim Jackson. En réalité, la transition écologique peut nous fournir du boulot pour 30 ans. Parce qu'il y a un certain nombre de relocalisations d'emplois dans tous les domaines, ça va de l'énergie et l'agriculture en passant par les déplacements. On est vraiment sur un mouvement de capacité de solvabilisation et de relocalisation d'emplois. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais ça va depuis... on a un quartier Confluence qui est visité maintenant par des délégations partout. L'ambition, c'était de tripler le nombre d'habitants en empreinte énergétique égale. Donc il se construit petit à petit et on respecte cet objectif. On ira même peut-être plus loin. On a, évidemment, et grâce à ça, on attire des investissements massifs. C'est cette ambition qui aujourd'hui fait, on a réussi par exemple à avoir la première usine de méthanation de gazéification du bois, l'objectif étant de produire du biogaz à partir de la biomasse et de la réintroduire dans le réseau de gaz. On est en train de créer notre schéma directeur des énergies, là, avec Grenoble et quelques autres, Bordeaux je pense aussi, pour la première fois, créer une vision de toutes les énergies. Donc tous les flux, d'analyser tous les flux énergétiques de la métropole pour créer une trajectoire de transition. On a pris, dans le cadre d'un programme européen qui est Transform en collaboration avec d'autres villes européennes, à savoir Hambourg, Vienne, Gênes en Italie. Et enfin bon, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas vous énumérer tous les domaines. Ça va depuis la voiture hydrogène jusqu'au PLU. Qu'est-ce que ça veut dire un PLU compatible avec le facteur 4 ? Parce qu'on dit tous il faut vivre dans une ville plus dense pour limiter les transports. Et en réalité, je vous mets au défi d'aller devant les habitants en disant vous allez vivre dans une ville plus dense. Alors évidemment, comme on est les rois de la novlangue, on va dire dans une ville compacte. Et puis même ville compacte, ça commence à faire peur, on va dire une ville des courtes distances. Les villes marchables, alors personne ne sait ce que... Enfin bon, bref. Voilà, ou ville du quart d'heure. En réalité, ce qu'il faut réinventer, c'est la multipolarité, c'est-à-dire de vivre dans un quartier où près de chez vous, vous trouvez tous les services, et renforcer tous les centres de quartier. C'est-à-dire qu'on peut réussir ça en améliorant la qualité de vie des gens. On est sur une transformation des villes, ça change. Je vous donne plusieurs exemples. Aujourd'hui, évidemment, les villes, avec la charte d'Athènes, qui était le modèle en urbanisme du XXe siècle avec Le Corbusier, dont il faut relire la charte d'Athènes. Le Corbusier et les autres urbanistes n'ont pas encouragé la bagnole. Ils ont adapté la ville à la bagnole, aux vitesses mécaniques, ils appelaient. Et donc, ils ont créé des villes avec un quartier où on travaille, un quartier où on habite, un quartier commercial et un quartier où on se recrée de loisirs. Sans que la nature, dans la charte d'Athènes, c'était l'air, le soleil et la pelouse. C'était un peu limité. Et du coup, des flux entrent et ils ont essayé d'enterrer, enfin de faire une ville sur dalle avec les flux automobiles dessous pour se protéger de la bagnole. Ça a été une catastrophe en termes d'énergie et en termes d'écologie. Et aujourd'hui, toutes les villes sont en train de revenir en arrière pour essayer de remixer toutes les fonctions urbaines et de faire en sorte que quand on est quelque part, on peut se déplacer si on a envie. Mais pour faire ses courses, on a des commerces de proximité, on trouve les services et le numérique aussi sera important là-dessus. Enfin, refaire une ville de proximité et du plaisir. Sachant aussi un autre chiffre, c'est que dans notre métropole, je pense que c'est pareil ailleurs, 60% des déplacements automobiles font moins de 3 km. Ça veut dire aussi que ce n'est pas forcément une privation. C'est-à-dire que pour faire moins de 3 km, est-ce que vous êtes contraint de prendre votre bagnole ? Demandez à votre médecin. Sauf, même pour la pollution, il y a eu des polémiques sur on prend plus de pollution en vélo parce qu'on est en hyperventilation. C'est faux. Donc, je ne vais pas vous énumérer tous les domaines, mais on est en train de transformer ça aujourd'hui en déclinant il y a 26 domaines d'action, il y a des centaines d'actions, et même moi, je n'arrive pas à toutes les voir. Et même, c'est aussi une manière d'appropriation et de fierté à la fois des agents et à la fois de l'extérieur, et de visibilité, parce qu'on est tous convaincus que seules les villes qui auront pris à complètement... enfin, je veux dire, moi je viens d'une ville qui est Saint-Étienne, qui a inventé le XXe siècle pour la France. 30% du PIB français était fait à Saint-Étienne entre 1830 et 1860. Cette ville a raté la sortie du charbon, et elle a complètement plongé, elle a perdu 70 000 habitants en 20 ans, 20 ou 30 ans. Les villes qui n'iront pas dans la transition énergétique vont avoir la même trajectoire. Seules les villes qui iront s'en sortiront. Et pour conclure, parce que je pourrais développer, mais je vous renvoie au site web du plan climat du Grand Lyon, j'ai quand même une inquiétude. C'est qu'on a mis en place, nous aussi, une méthode avec nos ASCA, nos assurances de surveillance de la qualité de l'air, on a mis en place une méthode qu'on appelle MRV, de mesure des émissions de CO2.
MRV, c'est mesurable, reportable et vérifiable au sens des traités onusiens. C'est-à-dire, on peut nous justifier, l'idée c'était celle d'un sénateur, Ronan Dantec, en disant les collectivités font des efforts, elles doivent pouvoir les monnayer et en mesurant l'effet de leur politique, demander à l'État ou à d'autres de l'argent pour le travail fait. Moi, je ne crois pas un instant que l'État, dans les situations où il est, va nous donner fric, mais ça nous a permis d'avoir une méthode compatible avec les traités internationaux et incontestable, scientifique, de mesure des évolutions des gaz à effet de serre. Donc on a fait ça avec Lyon, Saint-Nazaire et Strasbourg. Donc c'est une des méthodologies, on va arriver à la COP avec la méthodologie la plus aboutie sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Quand je vois aujourd'hui la réalité, nous on est à peu près à, suivant ce qu'on compte, depuis 2000, à moins 12, moins 13%. Enfin entre moins 11 et moins 13, suivant ce qu'on compte. On est dans les clous pour tenir notre objectif parce que les émissions, la baisse s'accélère. Je ne sais pas si, parce qu'entre la décélération de la hausse et l'accélération de la baisse, parfois il y a des trucs. On a une baisse qui commence à accélérer, c'est-à-dire qu'on commence à voir les effets du plan climat, qui dans des domaines, dans les transports, on est très en avance, puisqu'on a déjà quasiment atteint nos objectifs sur les transports collectifs, avec plus de 24% d'usagers, alors qu'il y a encore 1 milliard d'euros d'investissement sur le mandat prévu. On est très en retard sur la réhabilitation thermique des logements, j'ai oublié de dire. Sur la réhabilitation thermique des logements, on a fait la première étude sur la vulnérabilité énergétique des ménages de l'agglomération lyonnaise, avec 3 critères: vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale et habitant un logement construit avant 1975, c'est-à-dire les premières réglementations thermiques. Vous trouvez aussi cette étude sur le net. Et on s'est aperçu, en cumulant les 3 indicateurs, ceux qui sont en situation de vulnérabilité économique, en gros c'était tout le monde sauf ceux qui ont un CDI. Donc on m'a dit, tu as oublié les travailleurs pauvres, tu sous-estimes le problème. En sous-estimant le problème, on arrive à 20% de la population qui va en prendre plein la gueule si on ne va pas vers une réhabilitation massive thermique, une réhabilitation thermique massive des logements. C'est-à-dire que ce dossier de la sobriété énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la réhabilitation thermique des logements, c'est quoi? Parce qu'au début, vous savez, je pense que chez vous c'est pareil, les autres élus vous disaient oui, non mais c'est bien, tu as raison, la réhabilitation thermique c'est bien, mais nous ce qu'on a besoin, c'est qu'on a des gens dehors, on a besoin du logement social neuf. Et on fera de la réhabilitation quand on aura fait le logement neuf. Quand ils ont vu l'étude et commune par commune, maintenant, tous les maires veulent de la réhabilitation thermique, mais l'équation économique n'y est pas. En réalité, ce problème, c'est le retour de la grande pauvreté en France. Il y a déjà 7 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, ça peut exploser. Et précarité énergétique, c'est un terme un peu technique, je vais m'arrêter là-dessus. Mais quand vous êtes en précarité énergétique, on parle du logement, on ne parle même pas des déplacements. Est-ce que vous avez droit à un logement digne? En Angleterre, il y a 2000 personnes qui meurent chaque année de maladies liées à la précarité énergétique. Chez nous, il y en a 0 parce qu'il n'y a pas d'études. Donc, est-ce que vous avez droit à un logement digne? Est-ce que vous avez droit à la santé? Est-ce que vos enfants peuvent faire leurs devoirs? Est-ce que vous avez droit à l'éducation? Donc ce dossier, en réalité, à travers les émissions de gaz à effet de serre, la sobriété énergétique, c'est le retour massif de la grande pauvreté et la remise en cause des droits humains et de la capacité à avoir une vie digne. Et ça commence chez nous à se socialiser et tout le monde en veut. En réalité, aujourd'hui, l'équation économique sur la réhab thermique des logements, elle n'y est pas. Et on n'est pas du tout dans nos objectifs, donc ça nous fait, on le rend optimiste, puisqu'on est dans des clous sans avoir vraiment démarré ça. Dès lors qu'on arrivera à l'équation économique dont on a mis en place, on subventionne 3 500 € par logement pour une rénovation BBC et 2 500 pour une compatible BBC. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec l'expérience de Grenoble qu'on n'arrivait pas à faire sortir des rénovations BBC complètes. Donc il fallait aider aux travaux compatibles BBC, c'est-à-dire que vous faites peut-être que les fenêtres, que les huisseries, vous ne faites pas tout, mais ce que vous faites, vous n'aurez pas à y revenir. Donc on travaille avec la CAPEB, avec les administrateurs d'immeubles aussi, la FNAIM et l'UNIS sont venus avec nous ont dit, mais parce que notre gros trou, je pense que c'est pareil pour tout le monde, logement social, on sait à peu près faire, les copropriétés, dont la plupart des gens ont acheté dans les années 70 où l'inflation était à 2 chiffres, ils ont 70 ans maintenant, on va leur dire, allez, vous allez endetter pour 20 ans pour réhabiliter thermiquement votre logement, ils nous disent, soit on est les enfants de Jeanne Calment, soit la banque, elle ne voudra pas, quoi. Donc l'équation économique, elle n'y est pas. Et le gros trou, c'est les copropriétés. Sauf qu'on sait aujourd'hui que si on n'y va pas, on va avoir un problème social majeur. Donc on est sur ces politiques petit à petit. Et la FNAIM et l'UNIS nous disent, vous êtes gentils, nous, on a compris. Parce que évidemment, moi je suis allé voir la FNAIM et l'UNIS, qui sont les 2 plus gros gestionnaires d'immeubles, je m'arrête là, et en leur disant, mais si vous n'allez pas dans cette dynamique, demain, quand vous aurez 30% d'impayés de loyer, comment vous allez gérer vos immeubles?
Ils nous ont dit, nous on a compris, mais venez dans une assemblée générale de copropriété convaincre les copropriétaires. On se fait tailler en pièces parce que les mecs qui nous disent, vous êtes gentils, vous voulez faire des commissions sur les travaux que vous nous préconisez. Donc on a encore besoin de cette socialisation, mais on est sur un vrai problème social énorme devant nous. J'arrête, je vous renvoie au site du plan climat du Grand Lyon, mais il s'agit vraiment de renverser cette problématique et de la traduire dans des gestes du quotidien. Je ne vais pas parler d'agriculture, qui est aussi de ma compétence. Est-ce que manger des légumes qui viennent d'à côté et qui donc, comme elles n'ont pas à transférer d'un bout de l'autre du monde, ont beaucoup moins de pesticides et de conservateurs, est-ce que c'est moins bon? Bon, bref, j'arrête là. Merci, merci. On sent tous ces exemples en lesquels vous croyez et que vous souhaitiez nous faire partager aujourd'hui. Donc, rendez-vous vers votre site internet, le site du Grand Lyon, pour trouver d'autres exemples. Et puis, et un blog, Plan Climat Grand Lyon. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers les pays du Sud, vers le Sénégal. On accueille Denis Danguet, qui est chef de projet Solidarité Nord-Sud et responsable du pôle de coopération décentralisée à l'AREN Île-de-France, qui aurait dû intervenir en duo avec un élu du Sénégal, de la ville de Dakar, qui n'est pas là. Et donc, Denis, d'abord, quand on est à l'AREN Île-de-France, comment on s'intéresse à la question du plan climat à Dakar? Rappelez-nous un petit peu la genèse et puis ce que vous avez pu faire là-bas, parce que c'est assez exceptionnel comme exemple. C'est une opportunité, on ne s'y attend pas. En fait, on sait que c'est une démarche de coopération décentralisée, puisque la région Île-de-France a, entre autres, une coopération décentralisée avec la région de Dakar. On ne s'y attend pas, même si on accompagne la région Île-de-France pour son propre climat, et même si on demande à la région Île-de-France, ça serait bien qu'il y ait un petit volet sud aussi par rapport à cela. En fait, la raison, c'est que l'élu lui-même, l'élu sénégalais, a fait la démarche. Et je veux aller dans le sens, je ne suis pas élu, mais je veux aller dans le sens de mesdames et messieurs qui sont intervenus. Il y a une volonté extrêmement forte de la part des élus locaux, surtout locaux, municipaux, entre autres, quels que soient les échelons, notamment en Afrique, et particulièrement peut-être sur ce territoire. Donc la demande est venue du président du conseil régional de l'époque, de Dakar. Saint-Malo était passé par là, la région comme territoire pertinent, le besoin évidemment de travailler ensemble, etc., et a demandé une assistance. Et le président Huchon de la région Île-de-France a accepté tout de suite et a pris pour l'occasion que nous demandions qu'il y ait un volet sud pour nous confier en fait cette démarche. Bon. J'avoue que en tant que coordinateur de ce projet de cette assistance à maîtrise d'ouvrage, je n'ai pas dit oui tout de suite parce que c'est quelque chose qui me paraissait extrêmement compliqué. Même si ce territoire est un territoire pour lequel nous avions beaucoup travaillé sur des programmes d'énergie renouvelable, pour des programmes de sensibilisation, de formation, pour des programmes d'adduction d'eau par le photovoltaïque, bref, par un certain nombre de choses. C'était quelque chose qui nous paraissait compliqué. Et puis, vous savez, quand on est technicien, quelque part, on en prie, puis on est poussé. Et puis, nous avions des conventions avec un certain nombre de partenaires. La feuille de route était extrêmement claire. Mobilisez vos réseaux. Donc, à partir de ce moment-là, on l'a fait. On l'a fait d'une manière, et on continue à le faire d'une manière très modeste. D'abord, nous avons voulu renforcer, en tout cas appliquer ce que c'est qu'une coopération décentralisée. La coopération décentralisée, qui n'est pas une démarche obligatoire, une compétence obligatoire, est une démarche volontariste de la part des collectivités territoriales. On connaît ce qui se voit. On va construire un centre de santé, on va construire des écoles, on va participer à tel ou tel programme, mais le plus important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire le renforcement de capacités, les échanges, la formation, les transferts de technologies. Le fait de travailler avec des élus qui connaissent le territoire. Vous avez entendu, tous les élus ici, c'est clair qu'ils connaissent leur territoire. Et ben, l'élu africain, il est pareil, il connaît parfaitement son territoire. Et puis, le fait de pouvoir, comment dirais-je, travailler du haut vers le bas. Je dis cette expression parce que on a eu du haut vers le bas. Et là, c'est du bas vers le haut et du haut vers le bas. Il faudra qu'à un moment, on se retrouve et c'était la démarche qu'on avait mise en place. Donc, j'ai accueilli dans mon bureau un ingénieur sénégalais, un ingénieur de la ville de Paris, jeune, etc., qui a parfaitement traduit dans tous les sens du terme, en Wolof, bien évidemment, un certain nombre de choses, parce que ne connaissant pas la langue, et ça nous semble quand même complètement important, bien évidemment, d'utiliser les vernaculaires au sens propre du terme. Nous avions mis un volontaire international, un VSI, au conseil régional de Dakar, et nous avions confirmé et conduit une équipe sénégalo-française, je tiens à dire,
Parce que très clairement pour nous, la démarche de coopération décentralisée, c'est aussi de faire de la formation, et beaucoup de formation, et on continue à en faire. Maintenant, pour faire vite, on a fait des missions renifleurs, ce qu'on appelait renifleurs, savoir quel contexte. Le chauffeur de taxi, il a des choses à dire sur le climat. C'est quoi? Il fait chaud, la vendeuse, l'artisan, les jeunes. On était en pleine campagne électorale en plus quand on a commencé, donc il y avait une confrontation assez forte. Une ville où il y a des délestages, il continue à y avoir des délestages d'électricité. Il y a aussi des délestages d'eau en ce moment d'ailleurs. Donc ville où il y avait un contexte, mais aussi c'est une ville, une région, 2,5 millions d'habitants. La statistique n'est pas forcément une science exacte en Afrique, mais enfin environ 2,5 millions d'habitants. Ce qui est sûr, c'est qu'elle en aura 5 d'ici 2030 avec l'expansion démographique et avec ce qu'on appelle notamment le phénomène des réfugiés climatiques qui existe fortement. Région rurale, région urbaine, région périurbaine, complètement impacté dans tous les sens du terme. C'est dommage, j'ai rien amené, j'en suis désolé. Mais je ne sais pas si les gens imaginent une péninsule où il y a la mer de tous les côtés. Il y a une seule voie d'accès, c'est donc une autoroute. Avec une route, on construit une seconde autoroute, on construit un second aéroport. Complètement impacté le territoire. 57 communes avec des communes évidemment importantes, plus d'1 million d'habitants au jour d'aujourd'hui sur la ville même de Dakar qui a très très peu de superficie, 0,25%, bref. Donc on est dans quelque chose qu'il faut appréhender doucement. Et puis un plan régional, on ne peut pas faire un plan régional sans les services de l'État. Ce qui veut dire que très concrètement, nous, il a fallu qu'on joue ce rôle de go-between entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément. Mais ça existe. Entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément, entre un pays qui a sa politique nationale, et d'ailleurs le Sénégal est souvent montré comme un pays complètement majeur, qui a signé toutes les conventions, qui est extrêmement présent dans toutes les COP, etc., qui a des négociateurs et négociatrices d'ailleurs, extrêmement bien formés et formidables d'ailleurs, mais quand on a travaillé sur les études de vulnérabilité, on s'est bien, par exemple, rendu compte qu'il n'y a pas un seul document national, un plan, un schéma, etc., où il fait référence à la question climatique. Donc il y a des décisions qui sont prises, et c'est normal, par l'État, qui vont impacter sur un certain nombre d'années, bien évidemment, les questions climatiques. Donc il fallait, je dirais, mesurer sans cesse ce genre de choses. Puis, comme c'est d'actualité, que le plan climat, c'est comme au rugby, il y a des fondamentaux, il ne faut pas les oublier forcément. Donc, c'est quoi un plan climat? C'est un bilan de gaz à effet de serre, bilan carbone, c'est la carte d'identité énergétique d'une région, et c'est une étude des vulnérabilités, une étude de vulnérabilité, et puis c'est le croisement de ces deux diagnostics qui vont permettre, bien évidemment, dans un cadre de concertation extrêmement précis et long, d'apporter des propositions de solutions. J'ai résumé ce que c'est qu'un plan climat. On a doublé systématiquement le temps qu'il fallait, parce que, d'une part, il n'y a pas au Sénégal, mais c'est pareil au Mali, c'est pareil en Mauritanie, c'est pareil au Bénin, où c'est des pays dans lesquels nous intervenons aussi sur les questions climatiques, il n'y a pas de bureau d'études spécialisé, ou en tout cas de consortium, spécialisé sur les questions climatiques. Il y en a beaucoup sur la responsabilité sociétale environnementale, il y en a quelques-unes sur l'efficacité énergétique, mais rien sur le climat. Donc, on a évidemment fait un appel d'offres selon les règles obligées, obligatoires. Pour nous, c'est tellement évident. Mais on a simplement changé le temps d'intervention. En France, grosso modo, un bilan carbone, ça se fait entre 2-3 mois. Nous, on en accompagne beaucoup sur un certain nombre de collectivités territoriales. On a dit 6 mois, en termes de temps. En gros, ça coûte tant, 20 000 euros, pour un bilan carbone à peu près classique. On va mettre le même prix, mais on va surtout regarder aussi le coût d'un bureau d'études type sénégalais. Pour complètement le coût des bureaux d'études. Nous, on n'est pas un bureau d'études, vous l'avez compris, on est un organisme associé à la région Île-de-France, mais les bureaux d'études, évidemment, ont un coût jour qui ne correspond absolument pas au coût que les bureaux d'études sénégalais peuvent mettre pour des tas et des tas de raisons. On a donc travaillé, on a eu la chance d'avoir une scope qui s'appelle Esper, je fais de la publicité pour eux, le cabinet Esper, qui a répondu, mais nous, dans notre feuille de route, c'était, et on va aussi les former. C'est-à-dire on va aussi être à côté d'eux pour essayer d'apporter un certain nombre de choses, leur donner des documents, leur donner des possibilités. Madame, tout à l'heure, a parlé de la ville de Chine avec le fameux copyright, comme on dit entre nous, enfin entre techniciens en tout cas, le bilan carbone. Nous, on a tropicalisé le bilan carbone, bien évidemment, le bilan carbone ADEME, copyright, qui est un document qui est reconnu par tout le monde. Il a été fait par les Sénégalais eux-mêmes.
par les ingénieurs sénégalais, etc. C'est-à-dire que le poste chauffage, pour vous faire comprendre, évidemment, c'est pas forcément le poste le plus intéressant et le plus important pour déterminer ce qui va émettre Mais en revanche, le poste économie informelle, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, pour essayer de comprendre un petit peu toutes les. Donc, c'est tout ce travail qui a été fait par ce bureau d'études avec des difficultés fortes, les données. Ici, ça semble facile, permettez-moi. Ça semble facile, hop, on a 20% de ceci, on obtient les données, etc. Mais les données en Afrique, enfin en tout cas, si je peux me permettre en Afrique, en tout cas au Sénégal, sur ce que je connais, eh ben, faut les trouver. Et il faut les trouver si elles existent. Et il faut avoir une certaine certitude, la fiabilité. Et ça, c'était pour ça qu'on avait donné aussi également 6 mois, parce que c'est un peu la technique du salami, vous savez, tranche par tranche. Ça, c'est une habitude forte sur le continent africain, qui, à mon avis, d'ailleurs, la Banque mondiale et les autres bailleurs sont aussi la responsabilité de ça, parce qu'on va financer tel programme, donc c'est une tranche. Et puis, une fois que le programme est arrêté, on retrouve un autre bailleur pour financer la suite du programme, ce qui fait qu'il y a des multiplicités de tranches. Et il a fallu trouver, sur les indicateurs, il y en avait 57 à peu près, qui avaient été déterminés par le bureau d'études, les données les plus fiables possibles. Et je peux vous garantir qu'on a eu extrêmement chaud jusqu'à la fin, parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on est à 87% de degré de certitude sur une année référence 2008. Alors, pour vous, 2008, c'est pas mal, parce que beaucoup de plans climat en France, c'est plutôt l'année référence 2009. Sauf que, Madame l'a dit, Bordeaux, on est à son 3e, donc bien évidemment. Nous, il fallait avoir. Pourquoi 2008 ? C'est parce qu'on avait à peu près en 2008 l'année où il y avait eu un recensement et qui nous donnait la possibilité d'avoir un maximum de chiffres possibles. Il y a eu un très bon recensement en 2013. Il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir prendre certains indicateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient fortement émetteurs en CO2 pour voir si la tendance continue d'augmenter ou si, etc. Notamment par rapport à la qualité de l'air, parce que c'est aussi un plan climat-air. Ça a été souhaité comme ça, mais c'est aussi, mais qui d'ailleurs a démontré que la ville de Dakar, hélas, c'est la 2e ville la plus polluée du continent africain après Harare, quoi. Donc très clairement, c'est une ville où on ne respire pas, c'est une ville où on ne circule pas, c'est une ville avec énormément de problèmes, mais c'est aussi une ville et un territoire extrêmement intéressant, qui a plein de capacités, qui est ouvert sur le monde, de fait, ne serait-ce que par sa situation géographique. Pour vous donner juste un chiffre, quand même de la problématique d'une région comme ça, la région de Dakar a environ 3 mois d'auto-alimentation, si on dit ça au sens large, c'est-à-dire de ses circuits courts, de ses productions en ville, de ses maraîchages, etc. Environ 3 mois. Ça veut dire que pendant 9 mois, tout vient de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur. Oui, mais pendant 9 mois, on est dans un autre contexte. Pendant 9 mois, tout vient de l'extérieur. Tout. Y compris le riz, et surtout le riz d'ailleurs, qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement important pour la production de CH4. Ce qui veut dire que tout venant de l'extérieur, sur la balance évidemment du coût écologique, du coût économique, ça a une importance évidemment considérable. Donc là, ça veut dire très clairement qu'à partir d'un enjeu qui est la sécurité alimentaire, se borne la sécurité écologique et la sécurité foncière. Parce qu'il faut de l'espace dans une ville ou dans un territoire qui est complètement impacté pour pouvoir produire des maraîchages. Il y avait plusieurs centaines d'hectares il y a quelques années, il y en a de moins en moins. À Dakar même, il y a 14 hectares très exactement de maraîchage d'aujourd'hui, dont 7 qui sont totalement impactés par le TIFA, ou en tout cas par une plante invasive qui est fortement responsable, entre parenthèses, du délestage de l'eau et de toute l'eau. C'est une plante, toute la région du fleuve, tous les pays qui sont traversés par les fleuves, et il y en a, du fleuve Niger au fleuve Sénégal, etc., sont impactés par cette plante, le TIFA, qui est un matériau biosourcé extrêmement intéressant d'ailleurs, parce qu'en termes d'efficacité énergétique du bâtiment, c'est un isolant absolument remarquable, donc il y a des possibilités, mais qui aujourd'hui a une part de responsabilité forte jusqu'à l'approvisionnement de l'eau dans la ville de Dakar, parce que tout est complètement bouché, etc., etc. Bon, on est donc dans cette situation-là. Une étude de vulnérabilité faite, une étude de diagnostic partagé. Et moi, j'ai passé mon temps vis-à-vis du président de la région de Dakar, de dire il voulait faire des conférences de presse tout le temps. Excusez-moi, mesdames et messieurs les élus, mais je le comprends d'ailleurs. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous allez dire ? Il y a une inondation, alors on va vous poser la question, monsieur le président. Et alors, et le plan climat, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux inondations ? On dit quoi ? Il faut attendre tout ça. Il y a une temporalité extrêmement forte sur les questions de climat. Je pense que vous pouvez le dire. Ici, ça va peut-être un petit peu plus vite, mais là-bas, cette temporalité est extrêmement importante. Il faut d'abord être sûr des données. Et puis, il faut que ces données soient appropriées par des populations dont la première préoccupation, ce n'est pas celle-là. Nous sommes dans un territoire où plus de 50% des gens ont moins de 18 ans,
et dont la première comment dirais-je, activité, c'est de trouver le fameux $1 jour, selon l'ONU, pour aller se nourrir. Donc quand on parle des questions climatiques, si on ne va pas au plus près des besoins des gens, c'est sûr et certain que ça ne va pas du tout leur parler. Donc il faut ce temps. Et là où on a appris énormément, c'est sur la période de concertation. Faire des concertations avec plusieurs centaines de personnes sur tel ou tel aspect et sortir à la fin de la journée sur un consensus, bien discuté, mais sur un consensus, parler des priorités, des orientations stratégiques, etc. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui continue à me séduire et à apprendre beaucoup. On apprend beaucoup d'un travail avec le Sud, ça on le sait dans le domaine de la coopération décentralisée, mais on apprend encore particulièrement sur un plan dont l'opportunité du climat, c'est de mettre en évidence, en exergue l'ensemble des questions. L'ensemble des questions. Et là, l'ensemble des questions, quand vous avez, au bout du bout, 47 fiches d'action, parce que monsieur a parlé de plusieurs centaines, nous, c'est 47 fiches d'action qui sont arrivées, ce n'est pas nous qui les avons écrites. Ces fiches d'action ont été travaillées ensemble, jusqu'au gabarit de la fiche d'action qui a été travaillée dans des domaines de concertation. Ces 47 fiches d'action proviennent soit de la ville de Dakar, 6 ou 7, soit du groupement de femmes, soit des maraîchers, soit des artisans, soit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, bref, des structures à la fois étatiques. On en est là, au jour d'aujourd'hui, avec la ville de Dakar qui veut se lancer dans son propre plan climat, qui a pris l'étude vulnérabilité régionale pour l'utiliser pour son propre plan, avec un travail que nous menons avec eux sur les questions du gaz à effet de serre, avec un travail, et ça c'est la coopération décentralisée, et puis je vais m'arrêter là, parce que sinon la coopération décentralisée est un travail qui est... Le Sud se parle bien, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, moi. Mais c'est quelque chose que je sens depuis des années et des années. L'élu du Sud n'hésite pas à se déplacer, à aller voir son collègue, à dire mais comment t'as fait, allez ceci, cela, etc. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, là, je reviens pour une action je reviens de Dakar où il y a eu une action de sensibilisation culture-climat. Moi, j'insisterai là-dessus. Tout le monde parle climat. Tout le monde parle des questions climatiques. L'important, c'est de savoir comment on en parle et comment on s'approprie ces notions-là. Je vous raconterai juste une anecdote pour terminer. Donc cette sensibilisation de culture-climat que nous avions sentie très très fortement comme étant une demande de tout le monde, du groupement de femmes jusqu'à l'élu, jusqu'au ministre d'ailleurs, qui souhaite aussi avoir sa propre formation en direction des climats. Elle a été faite, elle a commencé à être faite avec Bamako, avec Nouakchott, avec Kay au Mali, et avec Dakar, et avec la ville d'Evry et la coopération de la communauté d'agglo d'Evry. Et juste pour terminer, une anecdote. Quand d'un seul coup, une dame dans une assemblée comme celle-là prend la parole, moitié français, moitié wolof, et qui dit, moi, le climat... Je me suis rendu compte que c'était important quand mon mari m'a dit j'ai changé d'ombre. J'ai changé d'ombre. Alors, dans une ambiance, vous imaginez, extrêmement euphorique, où tout le monde rigole et tout le monde participe, extrêmement participatif. Ça là-dessus, elle s'est dit, voilà, je me change mon ombre, qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'ai appris après que son mari avait l'habitude simplement de faire la sieste. Donc il se mettait, tous les jours peut-être, à un endroit, dans sa concession, et hop, il était là, tranquille, à l'ombre, etc. Sauf que simplement, le soleil étant de plus en plus fort, de plus en plus, il y a de moins en moins d'ombre, parce qu'il y a eu aussi le problème, et il y a toujours le problème, évidemment, du fameux bois de chauffe, etc., etc. Changer d'ombre, c'était pour la personne qui parlait la première démonstration d'un effet climatique. Ben voilà, je dirais, on apprend comme ça, donc, et on regarde comment on peut faire de l'ombre, et si éventuellement commencer à travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Denis. Donc on rappelle Dakar, premier plan climat d'Afrique. Oui, c'est le premier, mais ça c'est un peu le hasard. Il y en a quelques-uns qui ont été faits, mais plutôt sur des actions climat menées par nos collègues de l'AFD. Mais en termes de coopération décentralisée, oui, c'est le premier. Merci. Peut-être Madame Valric nous a parlé tout à l'heure de sa coopération avec la Chine en matière de coopération décentralisée. Peut-être voudriez-vous nous en dire un petit peu plus. Et puis également messieurs Massot et monsieur Charles, est-ce que vous, de votre côté, avec tout ce que vous faites en matière de politique énergétique, de politique du climat, vous envisagez ou vous avez déjà initié des politiques de coopération avec le Sud sur ces questions? Non, c'était pas dans le format de la plénière, monsieur. Mais restez avec nous quand même, on pourra échanger à la fin.
Oui, on peut échanger une fois que la plénière est terminée. Bon. Je vous en prie, Madame Valérie. Oui, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, j'allais dire, pour être très très brève, que je souscris complètement. J'étais passionnée par les propos de mon voisin de gauche, et que évidemment, je dirais que ce qu'on a essayé de faire à Bordeaux avec Ouran, où on a été accompagné par l'ADEME, par l'AFD, voilà, où on y va ensuite grouper avec le Conseil régional, la ville de Bordeaux, etc. Bon, on y va tous grouper. On était un peu dans cette démarche. Alors évidemment, avec une culture différente, des marqueurs, hein, parce que l'exemple que vous avez donné pour terminer était un très joli exemple, mais très illustrateur. Bon, ce sont des marqueurs un peu différents. Ce qui préoccupe quand vous allez en Chine, moi j'y suis allée quelques fois sur ces problématiques-là, hein, que ce soit à Pékin, à Wuhan, à Shanghai. Moi, à chaque fois que je suis allée en Chine, je n'ai jamais vu le ciel. Par exemple, hein, voilà. Donc la pollution est telle, l'air est tellement pollué que c'est, voilà, quand on va en Chine, c'est un marqueur, ça, et vous voyez les gens se balader avec leurs masques et ils sont vraiment aujourd'hui extrêmement préoccupés. Donc la problématique de la santé et de l'environnement en Chine est véritablement un marqueur par rapport à ce que vous disiez sur la sensibilité culture-climat. Hein, voilà. Si je prends l'exemple de Bordeaux pour revenir au territoire bordelais, je peux vous dire qu'on a eu le rapport d'Hervé Le Treut, extraordinaire ce rapport, qui a permis de territorialiser d'une part, et aussi de ne pas projeter les problèmes climatiques et l'impact machin à 30 ans, à 50 ans. C'est-à-dire qu'on a fait une projection à court terme et une projection territorialisée. Là aussi, les marqueurs territoriaux, quand vous avez le trait de côte chez nous qui recule de plusieurs dizaines de mètres, que vous avez des habitations qui basculent, qui s'effondrent, qui vont dans l'eau. Quand vous avez la vigne, les vins de Bordeaux, c'est pas rien les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont en train de muter et on sait très bien que les vins de Bordeaux, je schématise, hein, mais on pourra les retrouver peut-être 300 km au nord dans 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui marquent comme ça. Et après, ben, je rejoins totalement, je m'inscris par rapport à ce que tu disais, dans le fil de ce que disait mon voisin, parce que pour Ouran, eh ben, là aussi, nous aussi, on y est allé donc groupé, on y est allé avec des entreprises également françaises qui se sont implantées en Chine. Nous avons fait d'abord de la culturation et de la formation, et toute la méthodologie carbone, au sens là aussi de l'ADEME, hein, du terme. On n'y est pas allé en disant voilà, on vous le fait. On leur a fait faire, on les a accompagnés, on les a formés, on est allé à plusieurs reprises faire l'évaluation avec eux pour les encourager et pour ensuite faire que la ville s'engage à faire des projets concrets. Co-construire juste, ensemble. voilà, avec juste une toute petite différence, si vous me permettez de terminer par une petite touche un peu drôle, c'est que nous, on parlait du temps, hein, de la temporalité, mais nous, quand on met je ne sais combien d'années, par exemple, pour faire un écoquartier au sens, je dirais, enfin, qu'on l'entend, hein, sur lequel on est tous d'accord aujourd'hui, eh bien, je vous donne un exemple, à Wuhan, l'avant-dernière fois que j'y suis allée, ils nous parlaient de la construction de l'écoquartier, eh bien, 9 mois après, quand je suis revenue, l'écoquartier, avec 5000 habitants, il était déjà là. Et peut-être que les appels d'offres sont plus rapides aussi. Oui. Merci. Peut-être en 2 phrases, si vous avez l'un ou l'autre un exemple, et puis on terminera avec Monsieur Dupuis pour le mot de la fin. Écoutez, en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas d'exemple de coopération avec d'autres pays ou d'autres villes, parce que ce qui n'apparaît pas à première vue, c'est que je suis un jeune élu. Voilà. Donc, en l'occurrence, dit autrement, je suis plutôt une vocation tardive en termes de politique. Et donc, il n'y a que 18 mois que je suis en poste au développement durable de la ville de Tours. Donc voilà, mais je pense que ça va... Peut-être voilà. des perspectives, Oui, des perspectives. à l'occasion de rencontres pendant la COP et peut-être après. Voilà. Par contre, et puis on vient de faire aussi des rencontres intéressantes. Voilà, ça me donne des idées. Ce qui me permettrait peut-être de retourner à Bordeaux ou à Lyon. Si vous m'invitez. Moi, je connais bien les deux. Ce que je voulais vous faire part surtout d'une expérience que je suis en train de mener. On vient de démarrer. C'est une expérience de développement durable au sein de la ville. Bon, la ville de Tours fait en gros 2900, 3000 personnes. Donc j'ai imaginé
vous l'avez dit, madame, le développement durable, c'est une activité très transverse. Donc j'ai demandé à chaque service, on a fait une grande réunion, j'ai demandé à chaque service de s'engager sur au minimum 2 ou 3 actions en termes de développement durable, quel que soit le service service informatique, le service des RH, le service des sports, etc. etc. Voilà. Donc j'ai demandé à chaque service de s'engager vraiment sur, alors à la fois sur des actions bien précises, mais aussi de façon à avoir des objectifs, et ces objectifs de pouvoir les suivre d'une façon très, très méthodologique en termes de suivi, enfin de résultats. La réunion était au départ un peu tendue, il y avait beaucoup de personnes autour. Et ensuite, bon, au fur et à mesure des échanges et des propositions d'action, le climat s'est vraiment très très détendu et j'ai senti après un vrai engouement sur ce plan. Donc j'espère qu'il débouchera. Il y a une action phare qui me paraît digne d'être soulignée, c'est notre service Parcs et Jardins s'est engagé avant terme dans une démarche zéro phyto. C'est que la loi Labbé nous impose au zéro phyto à l'échelle de 2017-2018, je crois, 2017. Donc voilà, on s'engage de suite sur une démarche zéro phyto. Voilà, donc c'était une petite expérience. Merci. En 2 phrases, Bruno Charles. Oui, rapidement, on a plein de coopérations décentralisées qui ont été thématiques. C'est-à-dire que par la loi Oudin, on travaille sur les ressources en eau avec des collectivités du Sud. Sur les déchets, on travaille pas mal. Sur les déplacements collés. Enfin, il y a un changement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est super intéressant, et l'Agence française de développement joue un grand rôle là-dedans, c'est face à des villes qui se construisent très très vite et qui accueillent des dizaines, des centaines de milliers d'habitants par an, c'est comment faire la ville et comment planifier la ville. Voilà aujourd'hui ce qui ressort, et ils ne demandent pas forcément de fric, parfois ils en ont plus que nous d'ailleurs. Hein. Il y a des compétences, ils ont aussi commencé à avoir des ingénieurs. Par contre, cette capacité à repenser la ville, qui croise des problèmes politiques. Quand le maire de Bogota veut faire une double site propre, toute la chambre de commerce locale lui tombe dessus. Alors il vient et on l'explique aussi que nous, là, au contraire, quand 90% des habitants aux jours les samedis où il y a le plus de clients dans les commerces viennent en transport en commun, c'est pas l'ennemi des affaires. Donc il y a cet enchâssement de la planification de la ville avec d'autres différences culturelles. C'est qu'aller dire à des Chinois, il faut repenser, ou Anne ou d'autres sont venus nous voir, il faut repenser la ville à la hauteur du piéton, ils vous regardent comme ça, il est débile ce type. La bagnole est encore pour eux un symbole de libération, un symbole de richesse. Donc là, il y a une contradiction, ils commencent à s'en rendre compte, mais... après les demandes techniques sur les espaces verts aussi, avec des trucs absurdes. Au début, on nous a demandé de faire un agenda 21 avec la ville de Ouagadougou, qui nous demandait un peu de documents papier. Au début, on les allait le faire, puis on s'est dit, avec 60% de la population qui n'est pas alphabétisée, faire un beau document de papier, ça n'a aucun intérêt. Donc on a changé, on lui a dit, on ne fait plus ça, on fait des échanges entre fonctionnaires pour se former sur la gestion des espaces. Donc aujourd'hui, c'est comment faire la ville, comment penser la ville, qui est la plus grosse demande d'échanges, et d'échanges dans les deux sens, parce que nous, on ne les a pas toutes, les solutions. Donc c'est cette coopération transversale sur les savoir-faire et les nouvelles formes urbaines, avec parfois des solutions décentralisées chez eux qui sont extrêmement intéressantes. Nous, on a une idée de centralisation, eux l'ont pas. Donc ils ont inventé des trucs qui peuvent nous servir. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Dupuis, le mot de la fin. Beaucoup d'initiatives en France. Alors, est-ce qu'on va porter tout ça à la COP21 et au-delà ? Alors, le mot de la fin, c'est très compliqué. Enfin, en tous les cas, ce que je constate, moi, c'est que les forces vives du climat, elles sont sur ma gauche. Voilà. Donc, chacun boxe dans sa catégorie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le rôle de l'État sur un sujet comme ça, c'est pas de s'occuper de tout. L'État ne peut pas tout, ça a déjà été dit. Mais c'est de mettre en place ce cadre favorable à l'expression des initiatives des territoires qui existaient déjà avant qu'on s'en occupe. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir les faciliter et les amplifier, donc en donnant une boîte à outils, en donnant... Là, je reviens sur le national, mais en donnant une boîte à outils, en donnant des financements, en lançant des impulsions et en leur donnant la capacité d'agir. Donc ça, c'est extrêmement important. Et si on se projette effectivement encore plus global, c'est vrai que la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. L'Europe, ça doit être entre 12 et 13. Le sujet du climat, c'est
c'est pas chez nous qu'on va le traiter, il faut qu'on soit, enfin, c'est pas que chez nous qu'on va le traiter, il faut qu'on soit capable aussi de l'exporter. Et pour l'exporter, alors moins sévère sur la COP 21 que vous avez pu l'être, je pense qu'on aura un accord qui sera bon, et que même il sera bon, je pense qu'il sera tenu par les États qui le prendront, simplement il sera peut-être pas tout à fait à la hauteur des 2 degrés, on se reverra régulièrement pour voir si on peut pas faire mieux. Je pense que l'objectif vraiment, c'est d'initier un processus par lequel les États se parleront de façon un peu plus fluide sur le sujet du climat, ayant pris des engagements, voyant s'ils peuvent les améliorer. Mais ça, c'est au niveau des États, et c'est vrai que pour les pays qui sont encore en développement, ils ont beaucoup à apprendre de ce qu'on a fait. En tout cas, ils ont beaucoup à apprendre des erreurs qu'on a pu faire, et il faudra essayer qu'ils n'y reproduisent pas. Et ça, on peut en parler au niveau des chefs d'État, on peut en parler au niveau des administrations, mais c'est sur le terrain que ça va jouer, et c'est par les coopérations décentralisées entre les îles, nos villes, et puis les villes chinoises. Alors, nos villes et les villes chinoises, c'est pas forcément homogène, mais je pense que les échanges sont beaucoup plus faciles, et c'est là aussi que vont se produire les vrais progrès pour le monde et pour le climat global. Donc je pense que finalement, le mot de la fin, c'est que cette table ronde, elle a bien démontré que ce sont mes voisins de gauche qui agissent, et que moi, mon rôle là-dedans, enfin le rôle de mon administration, c'est effectivement de donner un environnement favorable, comme on dit, et de faciliter, et d'augmenter leur capacité d'action. Merci beaucoup. Il nous reste à remercier nos intervenants. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver d'autres débats tout au long de World Efficiency, et des présentations aussi des élus, notamment des élus du Sud, qui viendront présenter sur le stand en H07, le stand des Écomères, leurs réalisations avec leurs problématiques. Merci à vous et bon après-midi.